comment lutter contre l'homophobie? On en parle de suite avec nos invités. C'est parti. On y va. Allez. Cette deuxième partie de Viano avec au sommaire, quels moyens pour lutter contre l'homophobie alors que les agressions semblent être en augmentation un peu partout sur le territoire. On en parle avec nos invités dans quelques instants. Et en troisième partie, nous recevrons l'équipe de Main dans la main, la pièce d'Alexandro Pecin qui sera jouée le 30 novembre prochain à l'Albor ou à Bastia. Vous pouvez évidemment réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Viano. Vous nous posez toutes vos questions, on y répond en direct avec nos invités. Mais avant toute chose, c'est l'heure de la revue de presse. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Bah écoutez, j'ai bousculé Marie-Jo. Elle est là-bas, elle est par terre. Non, je rigole. Non, mais bon, Marie-Jo va nous rejoindre bientôt. Voilà. D'accord, mercredi. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais en attendant, on a décidé de faire une autre revue de presse. Hein? Bah oui. Bon. On y va? Oui. Alors, la grosse information du week-end, c'est quand même la commémoration de l'armistice de 1918 et la cérémonie du centenaire. Eh oui, il faut dire qu'il s'en est passé des choses pendant cette cérémonie. Beaucoup de médias n'ont pas hésité à relater, bien sûr, les faits. Alors, on commence par l'Huffington Post qui reprend la vidéo de cette dame. Cette dame qui rencontre Emmanuel Macron et qui est bien sûr persuadée de rencontrer également Brigitte Macron. Mais non. Avec le petit-fils, qu'est-ce qui prend la photo? Choisis, gars. Chancelier Allemagne. Chancelier Allemagne. Regardez la photo. Regardez les photographes. C'est fantastique. Oh, la bourde, hein. Je suis chancelière allemande, lui dit-elle. Alors, la pauvre dame qui a bien sûr en plus connu l'un des dirigeants allemands qui a bien marqué l'histoire. Donc voilà, le truc était un peu bizarre. Alors, regardez bien, on va revoir la vidéo. Regardez bien le silence de cette dame quand Angela Merkel lui dit « Je suis chancelière ». Qu'est-ce qui prend la photo? Choisis, gars. Chancelier Allemagne. Chancelier Allemagne. Voilà, elle bloque. Regardez la photo. Et alors Emmanuel Macron qui est très gêné quand même, parce que il y a quand même deux belles bourdes dans une seule vidéo, qui dit dépêche-toi, prends envie de la photo, qu'on se casse d'ici, ça craint. Bon, il faut le faire quand même. Oui, il trouve ça fantastique en plus, madame, donc c'est très bien. Bon, c'est quand même fort de confondre Angela Merkel avec Brigitte Macron. Ah oui, non, mais alors, vous savez, on la confond souvent, Brigitte Macron. Dernièrement, le public d'un concert de hard rock est allé voir un concert. Et alors, en sortant du concert, ils ont été interviewés. On a vu Brigitte Macron sur scène avec une guitare et en train de chanter. Mais non, là aussi, c'était Iggy Pop, dommage. Mais ça ressemble un peu, non? Vous trouvez pas? À Brigitte Macron? Je sais pas. Un petit peu. Je réserve. Faites-moi plaisir, dites un petit peu. Ok, un petit peu alors, si vous voulez. On continue? Allez. Vous êtes sûr? Oui. Bon. Alors, Ouest France qui consacre un article sur ces jeunes femmes dénudées appartenant à un mouvement féministe féminin qui ont tenté de bloquer le cortège. C'est tellement vous, c'est un chiffre comme ça féministe et pas du tout jeune femme dénudée. C'est dingue. Ben oui, je sais, mais ça va. Bon, voilà, vous avez vu. Vous aussi. Bon, voilà, elles se sont mis en plein milieu sur les Champs-Élysées. Et alors, selon une source judiciaire, les trois femmes ont été interpellées par la gendarmerie et placées en garde à vue pour exhibition sexuelle. Un automobiliste passant par là avait pourtant proposé de les récupérer. Voilà. Voilà, toujours pas. Je vous dépose. Bref, c'est dommage qu'il n'y ait pas un public. Vous sentez un peu seul. Ouais, voilà. C'est pas grave. Je sais même pas si ça ferait rire. Non, ça va. Bon, samedi. Oui, samedi, le président américain est arrivé en France, invité par Emmanuel Macron, toujours pour ses commémorations. Oui, cela n'a pas empêché Donald Trump de tacler le président français sur ce tweet qu'on a vu passer durant tout le week-end, qu'il jugeait très insultant, et il jugeait très insultant les propos du président Macron sur la possible création d'une armée européenne. Alors, on peut pas dire que cela ait rendu l'ambiance décontractée, une arrivée à l'américaine, normal. S'en est suivi cette information du Parisien, quand la Cadillac de Trump enfume les Macron à l'Élysée.
Ouais, enfin, c'est pas tout à fait ça quand même. Hein. Non, en fait, là, voilà, je viens de le voir, il y a marqué Trump infuple les Macron à l'Élysée, mais en fait, c'est parce que j'ai fait une capture d'écran pour remettre cette photo et il y a pas, enfin voilà, c'était le téléphone du pauvre et j'ai pas le début de la. Donc du coup, j'ai continué là-dessus sur ce titre-là que voilà, Trump enfume les Macron à l'Élysée. Alors, si on regarde bien du côté de chez 20 minutes, on voit bien qu'ils sont plutôt détendus par cette fumée. Hein. Alors on parle de la Cadillac. Mais non, regardez, ils ont le sourire, ils sont hyper à l'aise. Regardez comme ils sont contents, hein. Oui. Ça sent un peu le calumet de la paix, quand même, hein. Non? Si on peut. Bon. Si on veut. Voilà. On conclut? Oui, ben on termine avec... voilà, ça continue, là. C'est une autre photo. Au cas où. Oui, voilà, on voit bien Brigitte Macron et tous ses copains. Voilà, on conclut avec la une du Corse Machin. Hein, alors, ce qui est bien avec le Corse Machin, c'est qu'il n'y a pas besoin de détourner l'info. Hein, ils le font directement. Et ces commémorations ont inspiré le journal. 100 ans d'ironie. Ivres, ils rendent hommage aux millions de morts dont sont responsables leurs prédécesseurs. Alors, c'est vrai qu'on voit bien hein, le président américain, Angela Merkel, le président français, le président russe. Ils étaient tous là. Alors, en espérant, bien sûr, qu'il n'ait pas l'ambition de faire mieux, hein, on ne sait pas, mais on espère. Ce que l'on sait, c'est qu'il y en a quelques-uns qui compléteraient bien la brochette. Oui. Voilà, hein, on est là, nous aussi, voilà. C'était la fin de la revue de presse. Écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie, je vais quand même revenir vers vous. Vous manquez un peu. J'arrive. En attendant que vous me rejoigniez, je vous propose de partir à New York, non pas avec moi, mais à la rencontre de Mélodie Carli, c'est d'Acqui et d'Altro. J'ai atterri à New York, je suis arrivée à New York à l'âge de 18 ans et donc j'ai décidé à l'époque d'y venir pour apprendre l'anglais et j'y suis donc restée quelques années puisque j'y suis toujours et ça va faire maintenant 10 ans. Ça fait maintenant presque 8 ans que je travaille à l'Organisation des Nations Unies. Je suis maintenant productrice de documentaires à l'ONU pour promouvoir la paix dans le monde et pour parler des choses qui nous fâchent un peu dans le monde entier. On devient New-Yorkais, dès qu'on met les pieds à New York, on est considéré comme New-Yorkais, je peux dire. C'est une ville qui nous embrasse et qui est très chaleureuse. Manhattan est une ville toujours très active. J'ai eu la chance de vivre à Manhattan pendant quelques années en réalisant que la ville était très oppressante à un moment. Ce n'est pas un style de vie qui est peut-être fait pour tout le monde, mais pour les gens qui en veulent, c'est définitivement quelque chose qui est unique, c'est une expérience unique. Donc on se réveille tôt et on se couche très tard. Mais c'est vrai qu'à New York, cet objet, le téléphone, est constamment sur nous. Donc c'est, on va dire, comme une puce électronique. C'est un style de vie assez différent où on ne se déconnecte jamais de notre vie professionnelle. Et donc de la ville, j'ai décidé de déménager sur Astoria. Donc Astoria qui se trouve de l'autre côté de la rivière, côté est. Donc moi, un conseil que je donnerais à mes chers compatriotes corses, quel que soit votre âge, je vous conseille de venir visiter cette ville fantastique et majestique. Ah non, la Corse pour moi c'est toute ma vie. Donc ma vie professionnelle est une chose, mais pour moi la Corse c'est ma vie. Oui, un message pour ma famille, mes proches, mes amis qui m'ont toujours supporté dans mes idées un peu folles de partir à New York, et je vous embrasse vraiment tous. Allez, le message est passé, il est 12h34, c'est l'heure du débat de Vianov. Venez, monsieur.
Alors que les agressions homophobes ne cessent d'augmenter, allant de l'insulte à l'atteinte physique, comment lutter contre l'homophobie? Prévention, sensibilisation, sanctions pénales. Pour en parler, nous accueillons Anthony Casanov, délégué régional de l'association Le Refuge, et l'auteur et metteur en scène Alexandre Péchine. Bienvenue, messieurs, et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je disais, face à la recrudescence des violences homophobes, plusieurs associations, dont SOS Homophobie et l'Inter-LGBT, ont appelé à manifester un peu partout sur le territoire. Alors, des manifestations qui ont réuni des milliers de personnes à Paris, Rouen, Toulouse, Marseille, etc., etc. Anthony, on commence avec vous. On est quand même très loin de l'esprit de la marche des fiertés. Ah bah oui, mais non, en fait, on n'en est pas loin, puisque justement, ça se justifie, la marche des fiertés, avec toutes ces agressions homophobes. Et là, évidemment, on en parle beaucoup plus aussi, parce que le sujet indigne. Oui. Donc c'est aussi pour ça que les médias, en fait, on a plus d'écho des médias, parce que le sujet indigne de plus en plus. Il y a un parallèle avec les agressions pour les femmes battues. C'est pas qu'avant il y avait moins de femmes battues, c'est qu'en fait on en parlait moins, ça portait moins plainte. Là évidemment on porte plus plainte, on en parle plus et ça indigne. Notamment lorsque Cyril Hanouna avait outé, ce qui veut dire forcer un homosexuel à dévoiler ses préférences en direct. Ça avait choqué, je pense qu'il y a 10 ans. C'était Mathieu Delormeau, c'est ça? Non. En fait, il avait fait... En fait, il avait téléphoné à des sites de rencontres et deux personnes les avaient reconnus. Et voilà, il avait créé un problème en dévoilant... parce que l'homosexualité ne se choisit pas. En revanche, ce que l'on choisit, c'est de le dire. Exactement. Et de l'assumer. On va rappeler quelques chiffres. Alors, les agressions physiques ont augmenté de 15% en 2017 avec 139 cas contre 121 en 2016. Et pour l'année 2018, ce ne sera pas mieux, bien au contraire. On reste aux alentours de 15% de progression. S'agissant des signalements, vous le disiez, en général, l'an dernier, SOS Homophobie a recueilli 1650 témoignages, soit une augmentation de 4,8% par rapport à 2016. Une année qui avait été déjà marquée par une forte hausse, en sachant bien sûr que la grande majorité, la très grande majorité des victimes ne signalent pas et ne portent pas plainte contre les auteurs de ces actes. Anthony, votre sentiment, vous nous l'avez donné, votre analyse sur ces données et peut-être la situation en Corse. Alors en Corse, bon, évidemment, en fait, il faut prendre toute proportion. Le Refuge, c'est une association nationale. Et par exemple, sur l'année 2017, il y a eu, on parle en nuitées, c'est-à-dire nuit d'hébergement, il y a eu plus de 29 000 nuitées d'hébergement de jeunes en un an, oui. Donc c'est énorme. Oui, c'est énorme parce qu'il y a après une nuitée, ça veut dire 365 jours. Il y a plusieurs jeunes hébergés. Donc voilà. Donc ça, c'est sur tout le territoire. En Corse, nous sommes 300 000. On a eu plusieurs jeunes hébergés depuis le début de création de l'antenne en Corse, c'est-à-dire 2013. Et voilà, et ça se compte en hébergement. On ne va pas parler en nuitée, mais en cas, il y a eu 10 personnes que l'on a aidées en hébergement, c'est-à-dire personnes jeunes rejetées par leur famille, et une autre qui nous a été confiée sous décision de justice parce que c'était un mineur. Voilà. Alexandre, votre sentiment sur cette situation, la situation actuelle? Oui, moi j'ai l'impression que le débat qu'il y a eu il y a quelques années sur le mariage pour tous a un petit peu décomplexé certains comportements, je dirais, homophobes. Mais bon, ça marche aussi pour le racisme. Il y a quelque chose comme ça qui se développe de plus en plus. Donc oui, moi j'ai le sentiment quand même que la communauté homosexuelle a de plus en plus peur de vivre en société. Et bien évidemment, je crois qu'on est sur une amélioration depuis plusieurs années, mais il n'y a pas encore. Il y a du travail encore, quoi. Un des représentants associatifs disait que l'homophobie était ancrée dans la société française. Est-ce que vous partagez cette analyse? Non, c'est malheureusement, comme toutes les discriminations ou toutes les haines, c'est la chose la plus partagée au monde. Oui. Ça, c'est tristement humain, c'est ça. C'est tristement humain. Après, il y a encore 9 pays qui condamnent l'homosexualité à des peines de mort. La situation des homosexuels en Tchétchénie est à la limite de... Oui, avec Kadyrov qui persécute complètement, voilà. Donc, non, c'est pas ancré à une société. En revanche, c'est lié souvent à une société
qui n'a pas travaillé sur le sexisme, sur le genre, sur une liberté, une émancipation, qu'elle soit sexuelle et propre. Voilà. Alexandre, vous diriez malgré tout qu'il y a un recul des libertés individuelles, voire des mœurs, en règle générale? En règle générale, non, quand même pas. Mais j'ai l'impression que, je ne sais pas, il y a des conditions socio-économiques qui favorisent peut-être un certain retrait dans une sorte d'obscurantisme ou de religieux. Et voilà, bon, on sait que comment dire, les sociétés qui viennent de tout ce qui est judéo-chrétien, la femme n'avait pas spécialement une place très importante dans les livres, on va dire. Et donc voilà, on en discutait beaucoup avec Anthony. C'est vrai que l'amélioration de la condition de vie des homosexuels va beaucoup avec l'amélioration des conditions de vie de la femme. Et voilà, quand je vois que ce qui se passe au Brésil, par exemple, ou même en Argentine, où on ne peut plus avorter légalement, il y a des choses, il y a une double vitesse qui se met en place dans les sociétés, et je pense que c'est un des revers du capitalisme et de l'insécurité qui arrive notamment sur les populations les plus pauvres économiquement. On parlait des chiffres des victimes. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré tout, la parole est libérée ? Un peu plus. En France, oui. En France, bien en sûr. France, contrairement à d'autres pays. Bien sûr. Évidemment. Après, voilà, là on a le cas en Europe, moins loin de chez nous. Après, les religions, ce n'est pas, il n'y a pas une homophobie liée uniquement au catholicisme ou à l'islam. C'est un conservatisme. C'est très partagé, puisque évidemment, on a la même chose au Moyen-Orient que nous pouvons avoir en Pologne. Ou en Irlande, où l'avortement n'est pas... Voilà, c'est un problème d'émancipation, de laïcité et de choses comme ça. Ensuite, la parole se libère parce que, oui, plus une société est libre, plus les gens ont le droit de s'exprimer, d'assumer qui ils sont, évidemment avec une part de liberté d'expression. Donc évidemment, heureusement, il y a quelques pays, parce que la démocratie, c'est pas ce qui est en majorité dans le monde, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est rare et c'est à préserver. Donc, dans ces pays plus ou moins libres, où les personnes peuvent s'exprimer, où ont des droits égaux, parce que, évidemment, Alessandre a raison, l'avortement, c'est légalisé avec Simone Veil en 78, la dépénalisation de l'homosexualité en France, c'est Mitterrand en 1981. Oui, tout à fait. Et à un moment, vous voyez, ce sont des droits... déclassé en tant que maladie mentale. La maladie mentale, c'est 1990 que l'OMS accepte de finir par dire que l'homosexualité n'est pas une maladie mentale. Et c'est juste quelque chose à comprendre, c'est que ce n'est pas non plus un choix, et parce que, bêtement, raisonnement par l'absurde, si c'était un choix, personne en Tchétchénie ne ferait le choix d'être homosexuel. Mais c'est encore pénalisé dans d'autres... Enfin, bon, oui, il y a comment ça s'appelle c'est pénalisé de mort de... Oui, 9 pays. Dans 9 pays. Voilà, évidemment, Mais c'est encore, je voulais dire, c'est encore considéré comme une maladie ? Ah, ben, en fait, déjà, alors, un délit, une maladie, selon l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, ça ne l'est plus. En revanche... Dans le monde entier. Dans le monde... c'est censé être pour le monde entier. En revanche, c'est un délit passible de prison ou de peine de mort dans beaucoup de pays. Ça, que ce soit en Amérique latine, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. En Europe, je crois que évidemment, bon, Europe large, la situation des homosexuels en Russie est catastrophique. Oui. Et souvent, c'est les pays qui ne sont pas libres où évidemment tout ce genre de dérive arrive. Oui. Voilà. Si je vous dis réseaux sociaux, est-ce que c'est une arme ou est-ce que c'est une protection ? Une arme à double tranchant, une protection, un média qui peut servir ou desservir la cause homosexuelle. Alors, déjà, ça peut... c'est ni tout noir ni tout blanc. Vous avez, grâce aux réseaux sociaux, des vidéos ou des images qui ont fait un buzz d'agression. Donc, en fait, où ça servait à montrer une agression, à pouvoir la communiquer dessus, et ça, c'est très important. Après, mais c'est malheureusement le jeu des réseaux sociaux, c'est que c'est souvent un déversement de haine, quels que soient les sujets. L'antisémitisme a augmenté de manière disproportionnée sur cette année. Voilà, il y a énormément... Les personnes sur les réseaux sociaux ont l'impression, vous savez, comme lorsque vous êtes à l'intérieur de votre voiture, vous gueulez
hurlez, vous insultez tous les automobilistes qui passent, vous êtes ordurier, et vous n'avez pas l'impression que ça a une répercussion. Les réseaux sociaux, c'est ce même sentiment. Dans une bagnole, vous gueulez sur tout le monde, et vous oubliez qu'en fait, il y a quelqu'un en face de vous, à l'autre bout de la ligne. Voilà, c'est... Alexandre, sur les médias sociaux. Oui, je partage vraiment le point de vue d'Anthony. C'est vrai que c'est un moyen de communication incroyable et du coup ça soulève une indignation et parfois je pense que surtout que il y a un peu cette c'est terrible mais c'est un peu la mode, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un homosexuel se fait tabasser, il publie son visage sur les réseaux sociaux et du coup voilà ça soulève l'indignation, ça permet aussi de créer des marches de soutien, donc il y a quelque chose de très positif à ça, mais on peut voir aussi par exemple que en Russie, il y a ce groupe qui utilise les réseaux sociaux pour outer les homosexuels et donc ils font les mettre en danger. Complètement, et il leur donne des rendez-vous en se faisant passer pour un potentiel rendez-vous galant, et ensuite ils les attrapent, ils les filment et puis ils font partager sur les réseaux sociaux leurs photos, leurs vidéos, et comme c'est interdit là-bas, ensuite ces gens-là sont obligés de quitter le pays. Et voilà. Et bon, on a notamment vu Guillaume Mélanie qui a une association qui s'occupe beaucoup des Russes et des homosexuels et qui essaye de les rapatrier pour en faire des protégés politiques en France. Lui s'est notamment fait casser la figure. Tout récemment. Tout récemment. Il y a quelques jours. Anthony, avant de parler des actions du refuge encore, je vous propose de regarder un petit extrait du clip des 15 ans. Ils sont tombés sur une photo où j'étais avec mon copain. Enfin, c'était leur fils sur cette photo. Et c'était une image de leur fils qui ne leur convenait pas. C'est mon père qui est arrivé dans l'entrée de la maison et qui est descendu en me disant « Dehors, pas de faible dans la famille, tu dégages ». C'était le 2 décembre, 23h37. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé à la rue. J'ai dormi dehors à peu près 6 mois. La seule question qui préoccupe chaque jour, c'est de savoir où est-ce qu'on va dormir le soir même. C'est dur, à 21 ans, de finir dehors. Et on ne veut pas dormir parce que ça fait vraiment très peur. J'ai dormi dans ma voiture. Bon, j'avais pas de permis, mais j'avais une voiture. Je dormais dedans. J'ai été sur un forum et une dame m'a parlé du refuge, tout simplement, et je les ai contactés. Ils ont été hyper sympas. Je suis tombé en fait sur la ligne d'urgence du refuge et c'est une dame qui m'a répondu. J'avais l'impression que c'était quelqu'un que je connaissais au bout du téléphone et c'était un soulagement de pouvoir parler avec elle. Voilà, un soulagement. Depuis 2003, plus de 7000 jeunes ont été accompagnés par l'association et plus de 1300 ont été hébergés. Anthony, quelles sont vos actions concrètement sur la Corse? Sur la Corse, on fait beaucoup d'interventions en milieu scolaire, c'est-à-dire que l'on rentre donc dans les collèges et lycées, généralement c'est à partir de la 4e, où l'on déconstruit ce qui amène à l'homophobie. Parce que donc, dans l'homophobie, c'est une peur, et quelles sont les peurs? Elles sont très peu nombreuses. Et c'est le bon moment, hein. C'est pas trop tôt ni trop tard. Ah non, en fait, malheureusement, c'est jamais trop tôt. Parce que pour parler de genre, de différence, ce n'est jamais trop tôt. Après, le langage est choisi en fonction du public. Mais oui, voilà. Mais toute discrimination, c'est bien de prendre toujours. Il faut. En fait, souvent, on imagine que les enfants en savent moins ou comprennent moins que ce que l'on souhaite. Et malheureusement, c'est l'erreur, et c'est ce qui fait que l'éducation nationale, avec ce fameux hashtag pas de vague, oui. Voilà, il faut arrêter de mettre une espèce de tapis sur l'éducation nationale en se disant non, il se passe rien, tout le monde va bien, les jeunes sont protégés, oui, les enseignants sont heureux. Non, voilà, ça, ce sont des œillères qui sont très néfastes. Quelle est la question qui revient le plus fréquemment de la part de ces adolescents? Déjà, ça leur fait du bien, adolescents et jeunes adultes, déjà ça leur fait du bien de pouvoir en parler. Non pas parce qu'ils se dévoilent, mais parce qu'en fait, ils peuvent poser toutes les questions qu'ils souhaitent et avoir les réponses. Évidemment, le principe du choix, le principe de comment on le devient, comment on le sait. C'est une curiosité. Et justement, l'école est faite pour apprendre. Donc, pour poser des questions. Et on dédramatise. Et évidemment, et nous, c'est ça au cours d'un débat où, en fait, je leur dis pas en gros, la réponse. C'est que la réponse leur paraisse logique. Par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le côté du choix,
si personne ne choisit d'avoir une orientation sexuelle qui amènera à être discriminé, rejeté par votre famille. Ce serait complètement stupide. Donc, et là, quand ça paraît logique, les enfants le comprennent. Après, c'est essayer de le mettre en pratique dans leur vie de tous les jours. Et les peurs, c'est le regard des autres. Oui. C'est la peur, par exemple, de si je suis en compagnie d'un homosexuel ou d'une lesbienne, évidemment, oui. Est-ce que tout le monde va penser que moi aussi je le suis? Oui, par association. Par association. Et donc ça, c'est la peur, et aussi la peur de devenir homo. Est-ce qu'un homo dans la pièce va rendre tout le monde homo? Rapidement, Anthony, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, suite aux nombreuses agressions, a annoncé plusieurs pistes pour lutter contre l'homophobie. Une veille renforcée sur les réseaux sociaux, on en parlait, la mise en place d'un référent LGBT au sein des commissariats ou des gendarmeries, ou encore la possibilité de déposer plainte en ligne. Est-ce que ce sera suffisant? C'est toujours bien de faire de toute façon, mais est-ce qu'au final, c'est pas le racisme, entre guillemets, quotidien qu'il faut combattre? Vous parliez notamment en fait, il y a l'homophobie ordinaire, je dirais. En fait, oui, il y a mais de toute façon, sur toutes les discriminations, il faut agir. S'ils décident de faire ça, c'est très bien. Après, il y a une députée là de La République En Marche, je crois que c'est Agnès Bill, sous votre contrôle, là, qui est intervenue sur Twitter et qui partage assez souvent des propos très homophobes. Donc je pense que La République En Marche doit aussi balayer chez elle et être cohérente sur toutes ses actions. On ne peut pas citer comme meilleur ami Philippe de Villiers et finir par dire qu'on va lutter contre l'homophobie. Ça fait un foutage de gueule. Alexandre, en un mot, c'est l'affaire de tous, l'homophobie? Oui. Enfin, la lutte contre l'homophobie, évidemment. Oui, bien sûr. Je crois que personne n'est à l'abri d'avoir un fils ou une fille qui a ces orientations sexuelles-là. Je crois qu'on veut le bonheur de ses enfants, donc il faut être capable d'en parler rapidement et puis lutter comme ça contre cette non-connaissance de qu'est-ce que c'est que l'homosexualité, qu'est-ce que c'est que le transgenre, qu'est-ce que c'est que... Et voilà, libérer la parole, bien sûr que c'est l'affaire de tous. Bon, merci messieurs. Peut-être en quelques secondes, une mesure d'urgence à prendre contre l'homophobie. Priorité. L'information, l'éducation et que que ce soit dans les bars, les restaurants, tout le monde montre qu'en fait les homosexuels, LGBT, lesbiennes, gays, bi et trans sont les bienvenus et sont en sécurité. Le refuge, on trouve l'adresse sur internet de l'association. Voilà, le-refuge.org et le numéro d'urgence est passé tout à l'heure dans votre merci beaucoup messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous on se retrouve en troisième partie de Viano avec Alexandre qui reste avec nous. On va parler de la pièce Main dans la main. A tout de suite sur Via Stella. Merci beaucoup.